Je vais aller vers Mamoun Boudoud. Merci, Monsieur le ministre, de votre patience. Je voudrais aussi vous remercier de votre présence. Vous êtes sorti du Conseil de gouvernement, venu directement de Rabat pour participer à ce forum. Mais vous voyez bien qu'en écoutant ça, vous ne regrettez pas d'être parmi nous, Monsieur le ministre. Non, non, pas du tout. Alors, j'aimerais vous demander, quand vous entendez ces entrepreneurs, le patron des patrons ivoirien à votre droite, un entrepreneur camerounais, un entrepreneur kenyan, un entrepreneur malien, et vous avez entendu, elle a fait des études à Tanger, elle est retournée au Kenya, il revient des États-Unis, notre ami revient des finances de Paris et s'installe au Cameroun pour faire de la cosmétique. Qu'est-ce que ça réveille en vous? Ben écoutez, moi, pour être sincère avec vous, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas mieux que les entrepreneurs et les expériences pour parler de l'entrepreneuriat. Et c'est important d'écouter toutes ces expériences, mais c'est aussi important en tant que membre du gouvernement de bien comprendre ce qui se passe. Et vous avez bien fait de me faire passer en dernier parce que ça m'a permis d'avoir un peu le thermomètre de comment ça se passe en Afrique et des différentes expériences. Mais la première des choses, moi je pense que si j'étais entrepreneur, moins j'ai affaire à l'État et mieux je me porte. Ça c'est important. Mais l'inverse est vrai aussi. On entend souvent, et là on l'a à peine aperçu, on est aussi convaincu que l'entrepreneur qui compte avant tout sur l'homme public pour la réussite de son entreprise, à mon avis c'est un entrepreneur qui rentre dans le mur. Oui, ça ne marche pas ça. Ça ne peut pas marcher. C'est fini. Donc c'est important que chacun joue son rôle. Et pour l'entrepreneuriat, on a les entrepreneurs, c'est vrai, mais on a aussi l'environnement dans lequel ils évoluent. Un excellent entrepreneur dans un pays où l'environnement n'est pas bon, il ne risque pas de réussir. Un mauvais entrepreneur, même dans la Silicon Valley, il ne réussira pas. Et donc c'est important que chacun sache exactement ce qu'il a à faire. Et en tant que gouvernement, notre rôle, avant tout, c'est de travailler sur le deuxième volet. Je dis bien avant tout, parce qu'on a des leviers sur le premier volet. Et le deuxième volet, c'est justement de créer l'environnement adéquat pour que les entrepreneurs aient le moins besoin de nous, justement. Pour qu'ils puissent libérer les énergies, pour qu'ils puissent aller de l'avant. Et moi, je pense qu'il y a une convergence très forte entre les deux visions, celle de l'entrepreneur et celle de l'État. Et elle est encore plus importante en Afrique. Parce que c'est vrai que j'ai aperçu notamment au déjeuner, l'Afrique c'est le continent de l'avenir, 6 des économies les plus fortes taux de croissance sont africaines, 7 le seront en 2020. L'âge moyen en Europe c'est 40 ans, en Indonésie c'est 28, en Afrique c'est 18. Mais ça veut dire aussi qu'on a 10 à 12 millions de nouveaux entrants sur le marché tous les ans en Afrique. Qui ont besoin de travailler. Qui ont besoin de travailler. C'est les conséquences d'un pays jeune. Et c'est là où les deux visions convergent. Parce que nous, en tant qu'État, notre principale préoccupation, c'est de trouver du travail à ces gens-là. Enfin, de trouver ou de favoriser? C'est de faire en sorte que ces gens-là ne soient pas au chômage. Oui. Et là, le rôle des entrepreneurs est important. Pour faire ça, il est important, je pense, qu'on ne commence pas à arriver avec des solutions toutes faites qu'on réplique de pays européens, de la Silicon Valley, qu'on la réplique en Afrique et qu'on commence à partir sur des délires qui ne marcheront pas ici. Donc c'est important aussi de connaître notre terrain. Et la deuxième observation que j'ai de ce qui a été dit, c'est qu'en Afrique, et ça je suis entièrement d'accord, et notamment au Maroc et dans toutes les économies similaires, on a deux types d'entrepreneuriat. On a l'entrepreneuriat à caractère social, c'est-à-dire l'entrepreneur qui d'abord, sa première préoccupation, c'est de vivre, de survivre et de faire vivre sa famille. Et la deuxième catégorie d'entrepreneurs, c'est les entrepreneurs d'opportunité. Et là, je pense que la plupart d'entre vous ici, vous êtes dans la deuxième catégorie. Et ça, c'est un élément important parce que c'est des entrepreneurs qui sont créateurs de richesses, créateurs de valeur ajoutée, qui créeront des emplois dans l'avenir. Et c'est important de bien analyser les choses. C'est-à-dire que lorsque vous parlez d'entrepreneuriat en Afrique, on a tendance immédiatement à bifurquer vers l'entrepreneuriat social. Il est important que ce focus ne cache pas derrière les entrepreneurs d'opportunité parce que c'est eux qui créeront la masse d'emplois. L'entrepreneuriat social est une solution, mais il faut d'abord des entrepreneurs purs qui sont là pour gagner de l'argent.
Exactement, et c'est deux visions différentes. Et pour gagner de l'argent, complémentaire. Et ce qui peut sauver le Maroc et l'Afrique, c'est justement d'être décomplexifié vis-à-vis de cette perspective de gagner de l'argent. Ouais. Je suis sûr que si on était en Silicon Valley, la première question que vous poserez, c'était quel a été votre résultat cette année? Est-ce que vous avez distribué vos dividendes? Exactement. Quel est votre market cap? On est à Casablanca, en Exactement. Afrique. Exactement. Mais c'est important. Bien sûr. C'est extrêmement important. Monsieur le ministre, vous êtes ministre dans un gouvernement du Royaume du Maroc. Vous nous dites qu'il faut que les entrepreneurs africains osent dire « je veux gagner de l'argent » et qu'ils gagnent de l'argent. Exactement. Je pense qu'il faut d'abord commencer par ça, c'est-à-dire décomplexifier, travailler sur le deuxième pôle, les entrepreneurs d'opportunité. Et le deuxième point, c'est l'échec. C'est-à-dire que être capable d'assumer le fait qu'un entrepreneur a le droit à l'échec et que ça lui permet de rebondir après, et pas de le plomber définitivement. Et là, lorsque vous analysez bien la vision, nous, en tant que gouvernement, c'est important pour nous aussi de fixer le cap, de savoir exactement où on veut emmener l'économie de notre pays et dans quel secteur on veut les mettre. Parce que, pour rendre les opportunités visibles? Parce que justement, pour les entrepreneurs d'opportunités, ça leur permet d'anticiper la direction. Oui. Comme on dit... Alors on dit souvent qu'en Afrique, dans tous les pays, les États changent les règles en cours de route et que ça déroute les entrepreneurs. Qu'est-ce que les États doivent faire en la matière? Je suis entièrement d'accord. Si vous ne fixez pas là où... Vous savez, on dit il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Exact. Donc d'abord, on montre où Fixons le cap. Où est-ce qu'on veut aller. Et nous, on a essayé à notre modeste échelle, au niveau du Maroc en tout cas, de bien focaliser sur les secteurs. Et c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place le modèle des écosystèmes. C'est-à-dire essayer de voir... Voilà, on est un pays qui est à ce niveau de développement. Quels ont été les pays qui sont passés au niveau de développement supérieur et comment ils y sont arrivés? Et donc, lorsque vous faites une analyse très précise, vous voyez que vous êtes obligé de passer par une phase où l'industrie prend le dessus sur le reste. Vous êtes obligé de passer par une phase où, une fois que vous avez développé ce qu'on appelle le hardware, les infrastructures dont parlait monsieur tout à l'heure, il faut les remplir. Au Maroc, on a des infrastructures qui sont faites pour un pays qui a le PIB par habitant 3 fois plus important. Et ça donne de la visibilité. Le troisième point, c'est qu'on a fait un focus spécifique pour les grandes entreprises, mais il faut permettre à tout le tissu de s'élever et d'aller vers cette direction-là. Et là, on se rend compte que les leviers sont importants, parce que lorsque vous faites une analyse précise, lorsque, par exemple, vous voulez développer tel secteur, vous voyez quels sont les maillons manquants dans votre écosystème pour le développer. Et le rôle de l'État, c'est justement de mettre des subventions, des fois, d'orienter les financements vers ces maillons manquants qui feront rouler la machine. La troisième observation, si vous permettez, c'était au niveau du financement, je crois. Oui, parce qu'on nous dit que les banques sont frileuses, elles n'osent pas prendre assez de risques, et ce n'est pas toujours facile, c'est un langage très classique, mais n'empêche qu'à un moment donné, il va falloir que ces entrepreneurs puissent y aller. Alors ça, c'est difficile de parler de ça parce que c'est une banque qui m'a invité. Oui, évidemment, mais je vais vous raconter. Ils n'ont pas de gêne. Mais je vais vous parler d'une expérience très simple. Mais par contre, je vais vous dire, lorsque la banque, au Maroc, on a des plans sectoriels, mais lorsque une banque suit un plan, en général, c'est le meilleur thermomètre pour savoir s'il va réussir ou pas. Alors, on ne sait pas s'il réussit parce que la banque l'a suivi ou c'est parce qu'il... La vision est claire, c'est ça qu'on retient. Oui, mais si la feuille de route est claire, elle l'est pour tout le monde. Oui. Elle l'est pour l'État, elle l'est pour les entrepreneurs, elle l'est pour les financeurs. Exactement. Mais par contre, il faut encore une fois ne pas faire de copier-coller d'un autre pays. Oui. Moi, lorsque j'analyse... inventer ces systèmes. Lorsque j'analyse un peu les besoins de financement, on lâche des mots comme l'investissement dans le capital des entreprises. On a une gamme énorme d'investissements dans le monde pour les entreprises qui existent. Et il faut parler des entreprises africaines, de quoi elles ont besoin. Et lorsqu'on analyse bien, les fonds de private equity, par exemple, ont beaucoup de mal à trouver des entreprises. Mais c'est parce que leur modèle va avec des entreprises qui ont déjà fait des bénéfices, qui ont déjà réussi, qui sont déjà suffisamment matures. Mais les entreprises africaines,
savez, c'est la courbe on appelle ça la courbe en J. D'abord, on commence par perdre de l'argent et on passe par le niveau zéro et on accélère. Et nous, on a besoin surtout de financement dans les entreprises qui traversent ce niveau zéro. C'est ce qu'on appelle les venture capital. Et ça demande une prise de risque importante. Ça demande tout un mécanisme qui est assez différent. Mme Boudoud, vous êtes, vous, en charge du gouvernement du Royaume du Maroc, des petites entreprises et de la démarche d'inclusion du secteur informel. En Afrique, les institutions internationales nous ont dit depuis des décennies, il faut lutter contre l'informel, il faut arrêter l'informel, il faut que les gens, pour que les gens puissent payer plus d'impôts. En réalité, informel ou pas, et si les gens créent leur entreprise, à un moment donné, ils créent de la richesse, à un moment donné, ils peuvent aller vers le système formel. J'aimerais vous donner juste quelques chiffres et vous demander quelle est votre stratégie à vous au Maroc et qu'est-ce qu'on peut tirer comme expérience, votre expérience et de votre stratégie pour d'autres pays. Je vais vous donner des chiffres relatifs à la création d'entreprises dans le monde. Une étude qui a été faite par LBS, London Business School, pour un consortium qui s'appelle le consortium Global Entrepreneurship Monitor, donne les éléments suivants. Dans certains pays, comme le Cameroun, comme l'Ouganda, le Botswana, le niveau d'entrepreneuriat est très élevé, à tel point que le Cameroun est numéro 1 dans le monde, avec 37,4% d'entrepreneurs dans sa population. L'Ouganda est numéro 2, avec 35,5% d'entrepreneurs dans sa population. Le Botswana a 32,8% d'entrepreneurs dans sa population. Alors, les entrepreneurs dont on parle, ce ne sont pas tous des entrepreneurs comme à l'image du président Jean Kakou Diagou qui est parmi nous. Ce sont très souvent des tout petits entrepreneurs. Et d'ailleurs, le président nous dira, lui, ce qu'il fait pour ces petits entrepreneurs, parce qu'il le fait tous les ans en Côte d'Ivoire. J'aimerais vous demander, alors pour donner un chiffre, pour compléter, Isabelle Bébert est parmi nous, alors je donne un chiffre peut-être pour vous rassurer, mais montrer que, vous savez, Jean-Louis Borloo a dit ce matin, en Europe on ne rêve pas assez, mais en Afrique, j'ai envie de vous dire, nous, ici, nous rêvons beaucoup et nous rêvons en couleur. En Europe, seulement 6% de la population est entrepreneur. Vous voyez les écarts? J'ai envie de dire, monsieur le ministre, est-ce qu'on est entrepreneur en Afrique par nécessité? Est-ce qu'on est entrepreneur parce que c'est une situation de survie? Est-ce qu'on est entrepreneur parce que c'est le meilleur moyen de se faire respecter? Et qu'est-ce qu'un État doit faire? Est-ce que vous avez fait en la matière? Il y a beaucoup de questions. Oui, je sais. Alors, c'est pour ça que les chiffres, il faut les analyser de manière précise. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'au Cameroun, c'est l'un des premiers pays au monde. Ça inclut tous les types d'entrepreneuriat. Exactement. Alors, lorsque vous faites un classement où il y a tous les types, moi, je suis désolé, il faut faire un classement des entrepreneurs de nécessité et un classement des entrepreneurs d'opportunité. Et là, ça a un sens. On ne peut pas mélanger les deux. Ça, c'est le premier point. Donc, à mon avis, ces chiffres n'ont aucun sens si elles ne sont pas pris à travers ce prisme-là. Et je suis sûr que vous allez trouver 90 à 95% dans la première catégorie. L'entrepreneuriat social. Exactement. Mais maintenant... Alors qu'on va trouver en Europe, sur les 6% d'entrepreneurs, ouais, beaucoup d'entrepreneurs d'opportunités et moins d'entrepreneuriat social. Voilà, exactement, exactement. Et j'ai un sondage aussi à vous dire, c'est que si vous demandez aux Marocains, on a 70% des Marocains qui sont prêts à créer leur entreprise. Et ça veut dire qu'on a un dynamisme et une force importante. De l'appétit. De l'appétit. Mais là, il ne faut pas s'arrêter aux analyses, il faut passer un peu aux actes. Et c'est pour ça que je rejoins la deuxième partie de votre question. Qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous avez fait cette analyse, il faut que, pour que vous ayez d'abord de la crédibilité, il faut qu'on retrouve vos analyses dans vos mesures, dans vos lois, dans vos démarches. Et moi, lorsqu'on m'a confié la petite entreprise et l'intégration du secteur informel, il y a beaucoup de personnes qui commençaient déjà à porter un projet, qui travaillaient dessus, mais qu'il fallait concrétiser, où il fallait passer à l'étape suivante. C'est le fameux statut de l'auto-entrepreneur. Et donc ça, c'est simple. Si vous prenez le statut de l'auto-entrepreneur, c'est exactement les deux cibles qu'on vise.
On vise à la fois l'entrepreneur de nécessité, c'est-à-dire l'entrepreneur qui a besoin tous les jours d'aller acheter du poisson au marché, d'aller le vendre dans le village d'à côté, par exemple. Et donc pour cet entrepreneur-là, il ne faut pas lui parler de 14 administrations, de statuts, de certificats négatifs. Il faut lui créer un statut adapté et simple. Il ne faut pas de lourdeur administrative. Exactement. Donc ça a été fait dans cette direction-là. Mais pour que ça marche, vous ne pouvez pas l'adresser seulement à cette population. On l'a adressé aussi et d'abord et avant tout à la deuxième catégorie, les entrepreneurs d'opportunité. Des jeunes comme votre voisine, Jamila Abbas, qui pense à une opportunité et dit tiens, moi je vais monter une plateforme, répondre à un besoin. Et ça veut dire que, par exemple, un jeune créateur de site internet dans sa chambre, il peut utiliser ce statut pour le créer. Et ça, c'est un entrepreneur d'opportunité. Mais il faut lui donner la possibilité de domicilier chez lui l'activité. Il faut lui donner l'opportunité de, si jamais il y a un échec, on ne lui prenne pas sa maison. Et ça, c'est important. Donc, c'est des choses qu'on a inscrites dans la loi. Et fort heureusement, on a commencé l'opération pilote, on a commencé la mise en œuvre et les chiffres sont assez extraordinaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme premier chiffre à date d'aujourd'hui? Il y a quelques journalistes dans la salle qui seront ravis d'avoir des scoops donnés par Mamoun Bouhoudoud au Forum international Afrique Développement sur l'évolution du statut d'auto-entrepreneur au Maroc. Alors, je ne suis pas là pour donner des scoops, mais bon, je peux vous dire de manière très simple. C'est moi qui l'utilise, mais allez-y, voilà. Donnez des chiffres. On visait pour l'opération pilote 300-400 auto-entrepreneurs pour régler un peu le statut, voir les différentes corrections. On a dépassé les 6000, sachant qu'on l'a lancé au mois de novembre. Et au mois de janvier, 6000 individus inscrits aujourd'hui au statut d'auto-entrepreneur. Inscrits au statut d'auto-entrepreneur. Géographiquement, où se situe-t-il? Ce qui va vous surprendre, ce n'est pas la situation géographique, c'est que ça a été lancé depuis le mois de novembre. Hein, donc, c'est récent. Et sur le mois de janvier, seul le mois de janvier, on a fait 3000. Donc avec des taux de croissance assez énormes. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on a 46% de femmes. Magnifique. Et ça rejoint un peu ce que vous dites. Magnifique. Alors que si vous prenez les TPE, c'est seulement 10% de femmes. Et la capacité de domicilier son activité chez soi a changé complètement. Elle libère l'individu. Mais ça veut dire que, mais c'est pour ça que c'est important de construire la crédibilité. Alors il faut dire que par rapport aux règles de droit marocain, pour que nos invités comprennent, avant, quand on domiciliait son commerce, son activité chez soi, le jour où vous avez un problème avec les impôts, ils viennent, ils vous prennent votre chez soi. Donc ça a empêché tout ça. Et votre loi, elle permet de débrider, de protéger ces individus pour qu'ils puissent être des entrepreneurs libres. Exactement. Mais le plus important, c'est que vous devenez crédible. Lorsque vous dites, voilà, j'ai décidé d'en faire 30 000 par an et que vous en avez fait 3 000 au mois de janvier, on vous écoute. C'est possible. Mais si vous venez pendant que vous êtes en train de fabriquer votre machin, et que vous leur dites, voilà, j'ai un super truc qui vous fera 30 000 la première année, 40 000 la deuxième, et c'est plus difficile. Aujourd'hui, c'est plus facile de dire notre objectif est 30 000 par an, sachant que vous en avez fait 3 000 au mois de janvier. Le deuxième point, c'est qu'on a signé cette semaine un accord avec la Côte d'Ivoire, justement, avec votre ministre de la PME et de l'entrepreneuriat. Ils vont faire le même statut en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, c'est encore les débuts, il faut rester prudent, il faut savoir garder la tête froide, il faut protéger le petit pouce, entre guillemets. Les banques, ça a été ouvert à toutes les banques. Donc, elles jouent le jeu? Elles jouent le jeu. Hein. La preuve, c'est 3 000 en un mois. Non, c'est pas 3 000 sans les banques. Hein. Sans les banques. Donc maintenant, j'attends des chiffres plus importants une fois que les banques mettront leur force en place. Mais en tout cas, elles ont présenté un engouement parce que ça ouvre tout un chemin d'abord de financement pour elles, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est du business. Voilà, c'est d'abord du business, mais c'est donnant-donnant. Et moi, quand c'est des relations claires, c'est ça. Pour Aïssam Chleu, qui nous interpellait là-dessus tout à l'heure, ce sont des toutes petites entreprises, hein, ce sont des entrepreneurs, c'est des toutes petites entreprises et le secteur bancaire est apparemment intéressé. J'ai une dernière question pour vous et je vais aller vers Isabelle Bébéard en la remerciant de sa patience. Lorsqu'un entrepreneur démarre, on le protège sur ses biens, ou ceux de sa famille en tout cas, ou au moins le domicile dans lequel ils vivent. Et on lui dit, voilà, tu as un statut, c'est facile, tu vas t'inscrire, il y a un petit registre, c'est pas lourd, mais surtout, tu vas pouvoir aller faire ton activité en ayant une existence sociale. Il existe socialement.
Ma question est la suivante, Monsieur le Ministre. Est-ce que ces entrepreneurs, et les cas du Maroc m'intéressent par rapport à d'autres pays africains, est-ce que ces auto-entrepreneurs ont le droit aussi à des basiques, des choses simples, des fondamentaux, tels que la protection sociale, tels que la préparation de la retraite, des assurances qui peuvent les aider et protéger parce qu'ils deviennent le patrimoine aussi de leur famille eux-mêmes, ils deviennent des hommes clés de leur famille. Écoutez, c'est exact. Hein. Je pense qu'au Maroc, voire même dans le monde, hein, on n'a pas trouvé de meilleure raison d'exister, d'avoir sa place dans la société que le travail. Et donc lorsque vous permettez aux gens de travailler dans la légalité et être reconnus en tant que tels, c'est que vous leur donnez sa place d'une manière complète et entière. Et ça, c'est important. Mais maintenant, si vous voulez réussir le statut et que vous bifurquez entièrement sur le volet social, vous pouvez être sûr que ça ne va pas marcher. Pour que ça marche, il faut que ce soit un modèle qui soit pérenne et donc qui puisse générer l'argent qu'il va lui-même consommer. Un modèle de couverture sociale pour les auto-entrepreneurs, c'est un modèle où celui qui est jeune doit payer pour celle qui est un peu plus âgée et qui a des enfants. Et donc, il faut que d'abord le système ait une cohérence. Mais ce qu'on a fait, c'est que moi, je ne m'adresse pas à des gens qui viennent dans ce statut d'abord pour que je leur donne quelque chose. Ils viennent pour ce statut parce qu'ils trouvent une opportunité dans ce statut. Et ça, c'est une mentalité complètement différente. C'est un changement de paradigme énorme. C'est un changement complètement différent de paradigme. Parce que lorsqu'ils trouvent une opportunité là-dedans, ils s'engagent, ils créent du chiffre d'affaires, ils créent du résultat net, et les meilleurs peuvent même évoluer vers la catégorie du dessus. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Mamou Boudoud. Je viens à vous, Isabelle Bévéard. Vous êtes la représentante de BPI en charge de l'international, mais aussi de l'université de BPI. En quelques mots, pour nos participants ici à ce Forum international Afrique Développement, qu'est-ce que BPI ? Alors BPI France, c'est la banque publique d'investissement. On a été créé il y a maintenant presque 3 ans. En fait, on est le fruit de la fusion d'entités déjà existantes. L'idée, c'était de créer une grande banque en offrant une seule porte d'entrée au chef d'entreprise. Donc le chef d'entreprise qui vient chez BPI France, donc on a une 50aine de bureaux partout en France, il trouve un chargé d'affaires qui est capable de l'orienter sur tous les produits de BPI France. Donc que fait-on comme produit ? On fait de la garantie, on fait des prêts, on fait des subventions à l'innovation. Alors ça, c'est pas sur notre bilan, c'est sur des enveloppes que l'État français nous confie. On fait du fonds de fonds, donc on investit dans des fonds d'investissement et on investit en direct dans les entreprises. Notre cible va de la très PE à la très grosse entreprise puisqu'on est actionnaire d'Orange, par exemple. Mais quand même, notre axe principal, c'est la PME et ce qu'on appelle l'ETI, la grosse PME. On a un capital de 20 milliards d'euros et on a une société de gestion, BPI France Investissement, qui gère aussi 20 milliards d'euros. Et on est détenu à 50% par l'État français et 50% par la Caisse des dépôts française. Alors, ce que vous nous disiez juste avant qu'on démarre ce panel, c'est que vous vous rendez compte que les PME, pour qu'elles se développent, n'ont pas besoin que d'argent. Elles ont besoin d'argent, il ne faut pas qu'on le nie, on l'a entendu chez les entrepreneurs. De quoi ont-elles besoin et qu'est-ce que vous faites dans votre expérience ? Alors, peut-être juste pour revenir à ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur le Ministre, un point important, c'est vrai que les PME, entreprendre, il faut aussi être optimiste, il faut aussi avoir envie de le faire, avoir du courage, etc. Et le chef d'entreprise, il n'a pas forcément envie, quand il investit dans son entreprise, qu'on puisse ensuite venir lui prendre son logement, qu'il ensuite se retrouver tout nu si ça marche pas. Et ce qu'on propose chez BPI France, ce sont des prêts sans garantie pour le chef d'entreprise. Et pourquoi on arrive à faire ça ? C'est parce que l'État français nous confie des enveloppes de garantie. On gère pour l'État français des fonds de garantie qui nous permettent ensuite de prêter aux chefs d'entreprise sans demander de garantie sur leur patrimoine. Voilà. Vous prêtez aux chefs d'entreprise ou à l'entreprise ou aux deux ?
qu'on prête à l'entreprise. À l'entreprise. Voilà. Alors, ça, c'était un petit aparté. Ce qui est important aussi, nous, ce qu'on a essayé de développer chez BPI France, c'est un des deux grands axes stratégiques de BPI France pour 2015 et aussi pour 2016. Il y en a deux. Il y a l'international et le deuxième, c'est l'accompagnement. Et on est persuadé qu'en tant que banque publique, en tant que banque publique rentable, on a intérêt à proposer autre chose que du financement à nos chefs d'entreprise et à nos clients. À nos clients d'ailleurs ou aux chefs d'entreprise en général. Donc on a développé tout un tas d'outils pour accompagner les chefs d'entreprise. Donc ça va du plus général. Donc par exemple, on a une plateforme sur Internet qui s'appelle Euroquity. Qui est une plateforme sur laquelle les chefs d'entreprise peuvent s'inscrire, les fonds d'investissement, tout l'écosystème du chef d'entreprise peut s'inscrire sur cette plateforme. Et grâce à cette plateforme, le chef d'entreprise va pouvoir se connecter, va pouvoir se rendre visible et va pouvoir lever des fonds auprès d'investisseurs privés ou plus institutionnels. Il va pouvoir aussi trouver du conseil, il va pouvoir trouver des partenaires, des fournisseurs, faire du business. Et d'ailleurs, c'est une plateforme, on travaille avec Attijari ou Afabank sur cette plateforme aussi, donc on crée des communautés. On a créé des communautés chez BPI France, il y a une communauté chez Attijari pour justement pouvoir réunir les chefs d'entreprise. Donc ça, c'est un outil qu'on met à disposition de tous les chefs d'entreprise. Ce sont des communautés d'intérêt, des communautés thématiques? En fait, ce sont des communautés thématiques ou des communautés qui sont pilotées soit par une banque ou qui peuvent être pilotées par exemple une région ou en fait, il faut qu'il y ait une institution qui ait envie de mettre en relation, de rendre visibles des entreprises et de leur permettre de rentrer en relation entre elles. Qu'est-ce que gagnent ces entreprises qui font partie de ces communautés? Elles gagnent de la visibilité, elles gagnent des connexions, du réseau, voilà, et donc du business. Dans votre activité, est-ce que vous avez aussi de l'accompagnement des entreprises dans leur internationalisation? Oui. Alors, on travaille en particulier avec Business France, donc, qui est un autre acteur public français qui est implanté un peu partout dans le monde et qui est chargé de connecter les chefs d'entreprise avec des entreprises dans les pays dans lesquels Business France est présent. On accompagne aussi, on essaie aussi d'accompagner les entreprises pour qu'elles soient prêtes à partir à l'international. Donc on a créé en 2015, on a créé notre premier accélérateur, un accélérateur de PME. Donc on a sélectionné 65 PME et ces PME, on les accompagne pendant 2 ans et on leur fournit tout un tas de services. Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle l'université. Donc tous les mois, elles ont une journée où elles se retrouvent entre elles. Donc ça, c'est une façon aussi de créer une promotion, de créer un effet réseau. Les chefs d'entreprise adorent se retrouver entre eux, discuter entre eux de leurs problématiques, trouver des solutions ensemble. Et on fait ça en partenariat avec des grandes écoles. Cette année, on travaille avec HEC, par exemple, la première journée qu'on a eue là, qui s'est déroulée la semaine dernière, c'était l'internationalisation. Donc ça, on les fait travailler, on les fait se réunir toutes ensemble et on les fait travailler là-dessus. On a aussi des modules de conseil. Donc ces 65 entreprises, on commence par leur dire, vous allez faire un audit 360 qu'on va subventionner à hauteur de 50%, parce qu'il faut aussi qu'elles payent, qu'elles participent. Oui, pour montrer leur intérêt. Exactement. Et avec cet audit, on va déterminer quelles sont vos forces, vos faiblesses, et comment on peut aller plus loin avec vous. Ensuite, on leur propose aussi des modules. Par exemple, il y a l'entreprise, elle a des problèmes de gouvernance. Mais ensuite, on va leur proposer un module pour renforcer leur gouvernance. On leur propose aussi du mentorat. Tout à l'heure, monsieur parlait de la problématique des jeunes entrepreneurs qui avaient besoin des aînés, etc. Je crois que c'est une problématique, c'est vrai, qui est extrêmement prégnante sur un jeune chef d'entreprise, mais on s'aperçoit que même un patron de PME un peu établi, il a besoin d'un mentor. Et donc, on a beaucoup travaillé avec l'Institut du mentorat. On travaille aussi avec WBMI, qui est un petit peu qui est une association qui s'occupe de mentorer plutôt des femmes. On travaille avec le réseau Entreprendre. Et donc, le chef d'entreprise, on lui propose quelqu'un qui est à un stade plus évolué dans son entreprise que lui
et avec qui il peut parler de tous ses problèmes, avec qui il peut brainstormer. Alors, Isabelle Béard, nous sommes au Forum international Afrique Développement. L'Afrique, quel est votre intérêt, vous, en tant que BPI? Donc, je vous disais tout à l'heure que l'international était un axe un axe stratégique, et l'Afrique est la zone prioritaire que BPI France a envie de développer. On a vraiment envie d'emmener les entreprises françaises en Afrique et de faire venir des entreprises françaises en France, des entreprises africaines en France, pardon. En fait, on travaille avec l'Afrique, et en particulier l'Afrique du Nord, depuis longtemps, puisque depuis le début des années 2000, on a créé un fonds de fonds avec Proparco qui s'appelle Averroès Finance. Et ce fonds de fonds a investi dans pas mal de fonds d'investissement, et en particulier marocains. Et puis depuis 2015, avec la création d'Averroès Finance 3, on investit maintenant dans des fonds d'investissement qui couvrent toute l'Afrique. Donc là, l'idée pour nous, c'est d'abord de faire un investissement rentable. Il n'est pas question de perdre de l'argent avec ce véhicule. Mais c'est aussi de créer un réseau de sociétés de gestion extrêmement professionnelles et d'entreprises de croissance africaines avec lesquelles on pourra connecter des entreprises françaises. On a un autre... alors cette fois-ci, c'est un projet de fonds d'investissement direct. Cette fois-ci, ce n'est pas un fonds de fonds, c'est un fonds d'investissement direct qu'on doit créer d'ici le mois de juin 2016, qui est un investissement qui s'appelle un fonds qui s'appelle le Fonds franco-africain. Ce sera un fonds de 100 millions d'euros. BPI France va y investir 40 millions d'euros. Nous, on est sponsor, on n'est pas le gestionnaire. Le gestionnaire qu'on a sélectionné après avoir regardé beaucoup de sociétés de gestion, c'est Afrique Invest, qui va investir dans les entreprises françaises qui veulent se développer en Afrique et dans les entreprises africaines qui veulent se développer en France. Et là encore, la promesse de BPI France, c'est d'une part d'investir 40 millions, mais c'est d'une part aussi d'ouvrir tout notre écosystème, tout notre réseau aux entreprises africaines qui voudraient venir se développer en France. Quand vous entendez des expériences, en particulier des jeunes entrepreneurs que nous avons entendus tout à l'heure, est-ce que vous voyez des opportunités plus concrètes? Pour ce fonds franco-africain? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Toute entreprise... On va vous donner les rendez-vous après. Après, je vous mettrai en relation surtout avec notre gestionnaire. Parce oui, que bien sûr, c'est bien ce que j'ai compris. BPI France, on est l'initiateur, on est le sponsor, mais ensuite c'est une société de gestion totalement indépendante. Non, mais en fait, c'est parce que répondre au sourire d'Issam Chla. Non, mais j'en profite pour dire un point important. Ce sera un fonds qui sera complètement géré comme un fonds d'investissement classique privé avec une société de gestion indépendante. Et donc bien sûr, oui, toute entreprise avec une capacité de croissance importante et de développement à l'international est une cible potentielle pour ce fonds. Merci beaucoup.